Mais, continuai-je, en réfléchissant sur l'état sur mon sort, mais... Non, j'ai sauté une ligne de le laisser parler à cette fille, mais il voudrait en être sensé... Mais il voudrait être que vous agiriez. Que vous agiriez. Avis de l'auteur. Mais on va se passer pour l'instant de l'avis de l'auteur, puisque j'aimerais rentrer directement dans le texte. Première partie. Ça, c'est bien. Je suis obligé de faire remonter mon lecteur au temps de ma vie où je rencontrai pour la première fois le chevalier d'Aigrieux. Ce fut environ 6 mois avant mon départ pour l'Espagne. Quoique je sortisse rarement de ma solitude, la complaisance que j'avais pour ma fille m'engageait quelquefois à divers petits voyages que j'abrégeais autant qu'il m'était possible. Je revenais un jour de Rouen où elle m'avait prié d'aller solliciter une affaire au Parlement de Normandie pour les successions de quelques terres auxquelles je lui avais laissé des prétentions du côté de mon grand-père maternel. Ayant repris mon chemin par Évreux, où je couchais la première nuit, j'arrivai le lendemain pour dîner à Passy, qui en est éloigné de 5 ou 6 lieues. Je fus surpris, en entrant dans le bourg, d'y voir tous les habitants en alarme. Ils se précipitaient de leur maison pour courir en foule à la porte d'une mauvaise hôtellerie devant laquelle étaient 2 chariots couverts. Les chevaux, qui étaient encore attelés et qui paraissaient fumants de fatigue et de chaleur, marquaient que ces 2 voitures ne faisaient qu'arriver. Je m'arrêtai un moment pour m'informer d'où venait le tumulte, mais je tirais peu d'éclaircissements d'une populace curieuse qui ne faisait nulle attention à mes demandes et qui s'avançait toujours vers l'hôtellerie en se poussant avec beaucoup de confusion. Enfin, un archer revêtu d'une bandoulière et le mousquet sur l'épaule, ayant paru à la porte, je lui fis signe de la main de venir à moi. Je le priai de m'apprendre le sujet de ce désordre. « Ce n'est rien, monsieur, me dit-il, c'est une 12aine de filles de joie que je conduis avec mes compagnons jusqu'au Havre de Grâce, où nous les ferons embarquer pour l'Amérique. Il y en a quelques-unes de jolies, et c'est apparemment ce qui excite la curiosité de ces bons paysans. J'aurais passé après cette explication si je n'eusse été arrêté par les exclamations d'une vieille femme qui sortait de l'hôtellerie, en joignant les mains, en criant que c'était une chose barbare, une chose qui faisait horreur et compassion. « De quoi s'agit-il donc ?» lui dis-je. « Ah, monsieur, à rentrer, répondit-elle, et voyez si ce spectacle n'est pas capable de fendre le cœur. » La curiosité me fit descendre de mon cheval que je laissais à mon palefrenier. J'entrai avec peine en perçant la foule et je vis, en effet, quelque chose d'assez touchant. Parmi les 12 filles qui étaient enchaînées 6 à 6 par le milieu du corps, il y en avait une dont l'air et la figure étaient si peu conformes à sa condition qu'en tout autre état je l'eusse prise pour une personne du premier rang. Sa tristesse et la saleté de son linge et de ses habits l'enlaidissaient si peu que sa vue m'inspira du respect et de la pitié. Elle tâchait néanmoins de se tourner autant que sa chaîne pouvait le permettre pour dérober son visage aux yeux des spectateurs. L'effort qu'elle faisait pour se cacher était si naturel qu'il paraissait venir d'un sentiment de modestie. Comme les 6 gardes qui accompagnaient cette malheureuse bande étaient aussi dans la chambre, je pris le chef en particulier et je lui demandai quelques lumières sur le sol. Je lui demandai quelques lumières sur le sort de cette belle fille. Il ne put m'en donner que de fort général. Nous l'avons tirée de l'hôpital, me dit-il, par ordre de monsieur le lieutenant général de police. Il n'y a pas d'apparence qu'elle eût été renfermée pour ses bonnes actions. Je l'ai interrogée plusieurs fois sur la route. Elle s'obstine à ne me rien répondre, mais quoique je n'ai pas reçu ordre de la ménager plus que les autres, je ne laisse pas d'avoir quelques égards pour elle, parce qu'il me semble qu'elle vaut un peu mieux que ses compagnes.
Voilà un jeune homme, ajouta l'archer, qui pourrait vous instruire mieux que moi sur la cause de sa disgrâce. Il l'a suivi depuis Paris sans cesser presque un moment de pleurer. Il faut que ce soit son frère ou son amant. Je me tournai vers le coin de la chambre où ce jeune homme était assis. Il paraissait enseveli dans une rêverie profonde. Je n'ai jamais vu de plus vive image de la douleur. Il était mis fort simplement, mais on distingue au premier coup d'œil un homme qui a de la naissance et de l'éducation. Je m'approchai de lui, il se leva, et je découvris dans ses yeux, dans sa figure et dans tous ses mouvements, un air si fin et si noble que je me sentis porté naturellement à lui vouloir du bien. « Que je ne vous trouble point, lui dis-je en m'asseyant près de lui, voulez-vous bien satisfaire la curiosité que j'ai de connaître cette belle personne qui ne me paraît point faite pour le triste état où je la vois. » Il me répondit honnêtement qu'il ne pouvait m'apprendre qui elle était sans se faire connaître lui-même et qu'il avait de fortes raisons pour souhaiter de demeurer inconnu. Je puis vous dire néanmoins ce que ces misérables n'ignorent point, continua-t-il en montrant les archers, c'est que je l'aime avec une passion si violente qu'elle me rend le plus infortuné de tous les hommes. J'ai tout employé à Paris pour obtenir sa liberté. Les sollicitations, l'adresse et la force m'ont été inutiles. J'ai pris le parti de la suivre, dût-elle aller au bout du monde. Je m'embarquerai avec elle, je passerai en Amérique. Mais ce qui est de la dernière humanité, ces lâches coquins, ajouta-t-il en parlant des archers, ne veulent pas me permettre d'approcher d'elle. Mon dessein était de les attaquer ouvertement à quelques lieues de Paris. Je m'étais associé 4 hommes qui m'avaient promis leur secours pour une somme considérable. Les traîtres m'ont laissé seul aux mains et sont partis avec mon argent. L'impossibilité de réussir par la force m'a fait mettre les armes bas. J'ai proposé aux archers de me permettre du moins de les suivre en leur offrant de les récompenser. Le désir du gain les y a fait consentir. Ils ont voulu être payés chaque fois qu'ils m'ont accordé la liberté de parler à ma maîtresse. Ma bourse s'est épuisée en peu de temps et maintenant que je suis sans un sou, ils ont la barbarie de me repousser brutalement lorsque je fais un pas vers elle. Il n'y a pas un instant qu'ayant osé m'en approcher malgré leurs menaces, ils ont eu l'insolence de lever contre moi le bout du fusil. Je suis obligé, pour satisfaire leur avarice et pour me mettre en état de continuer la route à pied, de vendre ici un mauvais cheval qui m'a servi jusqu'à présent de monture. Quoiqu'il parût faire assez tranquillement ce récit, il laissa tomber quelques larmes en le finissant. Cette aventure me parut des plus extraordinaires et des plus touchantes. « Je ne vous presse pas, lui dis-je, de me découvrir le secret de vos affaires, mais si je puis vous être utile à quelque chose, je m'offre volontiers à vous rendre service. » « Hélas, reprit-il, je ne vois pas le moindre jour à l'espérance. Il faut que je me soumette à toute la rigueur de mon sort. J'irai en Amérique, j'y serai du moins libre avec ce que j'aime. Quelques secours au havre de grâce. Non, j'ai sauté une ligne, mais c'est n'importe quoi. J'irai en Amérique, j'y serai du moins libre avec ce que j'aime. J'ai écrit à un de mes amis qui me fera tenir quelques secours au havre de grâce. Je me suis embarrassé que pour m'y conduire et pour procurer à cette pauvre créature, ajouta-t-il en regardant tristement sa maîtresse, quelque soulagement sur la route. Eh bien, lui dis-je, je vais finir votre embarras. Voici quelque argent que je vous prie d'accepter. Je suis fâché de ne pouvoir vous servir autrement. Je vous donnerai
Je lui donnai 4 louis d'or sans que les gardes s'en aperçussent, car je jugeais bien que s'ils lui savaient cette somme, ils lui vendraient plus chèrement leur secours. Il me vint même à l'esprit de faire marcher avec eux pour obtenir au jeune amant la liberté de parler continuellement à sa maîtresse jusqu'au Havre. Je fis signe au chef de s'approcher, et je lui en fis la proposition. Il en parut honteux, malgré son effronterie. « Ce n'est pas, monsieur, répondit-il d'un air embarrassé, que nous refusions de le laisser parler à cette fille, mais il voudrait en être sans... Mais il voudrait être sans cesse auprès d'elle. Cela nous est incommode. Il est bien juste qu'il paye pour l'incommodie. Il est bien... Je reviens. Il me vint même à l'esprit de faire marcher avec eux pour obtenir au jeune amant la liberté de parler continuellement avec sa maîtresse jusqu'au Havre. Je fis signe au chef de s'approcher et je lui en fis la proposition. Il en parut honteux, malgré son effronterie. « Ce n'est pas, monsieur, répondit-il d'un air embarrassé, que nous refusions de le laisser parler à cette fille, mais il voudrait être sans cesse auprès d'elle. Cela nous est incommode. Il est bien juste qu'il paye pour l'incommodité. Voyons donc, lui dis-je, ce qu'il faudrait pour vous empêcher de la sentir. » Il eut l'audace de me demander 2 louis. Je le lui donnai sur le champ. « Mais prenez garde, lui dis-je, qu'il ne vous échappe quelque friponnerie, car je vais laisser mon adresse à ce jeune homme, afin qu'il puisse m'en informer et compter que j'aurai le pouvoir de vous faire punir. » Il m'en coûta 6 louis d'or. La bonne grâce et la vive reconnaissance avec laquelle le jeune inconnu me remercia achevèrent de me persuader qu'il était né quelque chose et qu'il méritait ma libéralité. Je dis quelques mots à sa maîtresse je dis quelques mots à sa maîtresse avant que de sortir. Elle me répondit avec une modestie si douce et si charmante que je ne pus m'empêcher de faire en sortant 1000 réflexions sur le caractère incompréhensible des femmes. Étant retourné à ma solitude, je ne fus point informé de la suite de cette aventure. Il se passa près de 2 ans, qui me la firent oublier tout à fait, jusqu'à ce que le hasard me fit renaître l'occasion d'en apprendre à fond toutes les circonstances. J'arrivai de Londres, à Calais, avec le marquis de... mon élève. Nous logeâmes, si je m'en souviens bien, au Lion d'Or, où quelques raisons nous obligèrent de passer le jour entier et la nuit suivante. En marchant l'après-midi dans les rues, je crus m'apercevoir ce même jeune homme dont j'avais fait la rencontre à Passy. Il était en fort mauvais équipage et beaucoup plus pâle que je ne l'avais vu la première fois. Il portait sur le bras un vieux porte-manteau, ne faisant qu'arriver dans la ville. Cependant, comme il avait la physionomie trop belle pour n'être pas reconnu facilement, je le remis aussitôt. « Il faut, dis-je au marquis, que nous abordions ce jeune homme. » Sa joie fut plus vive que toute expression lorsqu'il m'eut remis à son tour. « Ah, monsieur !» s'écria-t-il en me baisant la main. « Je puis encore une fois, vous marquer mon immortelle reconnaissance. » Je lui demandai d'où il venait. Il me répondit qu'il arrivait par mer du Havre de Grâce, où il était revenu de l'Amérique peu auparavant. Vous ne me paraissez pas fort bien en argent, lui dis-je. Allez-vous-en au Lion d'Or où je suis logé. Je vous rejoindrai dans un moment. J'y retournai en effet. Plein d'impatience d'apprendre le détail de son infortune et les circonstances de son voyage d'Amérique. Je lui fis 1000 caresses et j'ordonnai qu'on ne le laissât manquer de rien. Et j'attendis. Je lui fis 1000 caresses et j'ordonnai qu'on ne le laissât manquer de rien. Il n'attendit point que je le pressasse de me raconter l'histoire de sa vie. « Monsieur, me dit-il, vous en usez si noblement avec moi que je me reprocherais
comme une basse ingratitude d'avoir quelque chose de réservé pour vous. Je veux vous apprendre non seulement mes malheurs et mes peines, mais encore mes désordres et mes plus honteuses faiblesses. Je suis sûr qu'en me condamnant, vous ne pourrez pas vous empêcher de me plaindre. Je dois avertir le lecteur que j'écrivis son histoire presque aussitôt après l'avoir entendue et qu'on peut s'assurer par conséquent que rien n'est plus exact et plus fidèle que cette narration. Je dis fidèle jusque dans la relation des réflexions et des sentiments que le jeune aventurier exprimait de la meilleure grâce du monde. Voici donc son récit auquel je ne mêlerai jusqu'à la fin rien qui ne soit de lui. Cette fille qui m'avait apporté la lettre, me voyant prête à descendre l'escalier, me demanda ce que je voulais, donc qu'elle m'apporta à monsieur de G. M. et à la dame qui était avec lui. Je rentrai dans la chambre à cette question et par un changement incroyable à ceux qui n'ont jamais senti de passion violente, je me trouvais tout d'un coup, de la tranquillité où je croyais être dans un transport terrible de fureur. « Va, lui dis-je, rapporte au traître G. M. et à sa perfide maîtresse le désespoir où ta maudite lettre m'a jeté. Mais apprends-leur qu'ils n'en riront pas longtemps et que je les poignarderai tous deux de ma propre main. » Je me jetai sur une chaise, mon chapeau tomba d'un côté et ma canne de l'autre. Deux ruisseaux de larmes amères commencèrent à couler de mes yeux. L'accès de rage que je venais de sentir se changea dans une profonde douleur. Je ne fis que pleurer en poussant des gémissements et des soupirs. « Approche, mon enfant, approche !» m'écriai-je en parlant à la jeune fille. « Approche, puisque c'est toi qu'on envoie pour me consoler. Dis-moi si tu sais des consolations contre la rage et le désespoir, contre l'envie de se donner la mort à soi-même après avoir tué deux perfides qui ne méritent même pas de vivre, non, qui ne méritent pas de vivre. Oui, approche, continuai-je, en voyant qu'elle faisait vers moi quelques pas timides et incertains. Viens essuyer mes larmes, viens rendre la paix à mon cœur, viens me dire que tu m'aimes afin que je m'accoutume à l'être d'un autre. Afin que je m'accoutume à l'être d'une autre que mon infidèle. Tu es jolie, je pourrais peut-être t'aimer à mon tour. Cette pauvre enfant, qui n'avait pas 16 ou 17 ans et qui paraissait avoir plus de pudeur que ses pareils, était extraordinairement surprise d'une si étrange scène. Elle s'approcha néanmoins pour me faire quelques caresses, mais je l'écartai aussitôt en la repoussant de mes mains. « Que veux-tu de moi ?» lui dis-je. « Ah, tu es une femme, tu es d'un sexe que je déteste et que je ne puis plus souffrir. La douceur de ton visage me menace encore de quelque trahison. Va-t'en, laisse-moi seule ici. » Elle me fit une révérence sans oser rien dire et se tourna pour sortir. Je lui criai de s'arrêter. « Mais apprends-moi du moins, repris-je, pourquoi, comment, à quel dessein tu as été envoyé ici? Comment as-tu découvert mon nom et le lieu où tu pouvais me trouver ?» Elle me dit qu'elle connaissait de longue main monsieur de G. M., qu'il l'avait envoyé chercher à 5 heures et qui en suivi le laquais qui l'avait averti. Elle était allée dans une grande maison où elle l'avait trouvé qui jouait au piquet avec une jolie dame et qu'ils l'avaient chargé tous deux de me rendre la lettre qu'elle m'avait apportée pour lui avoir appris qu'elle me trouverait dans un carrosse au bout de la rue Saint-André. Je lui demandai s'il n'y avait rien de plus. Elle me répondit en rougissant qu'il lui avait fait espérer que je la prendrais pour me tenir compagnie. « On t'a trompé, lui dis-je, ma pauvre fille, on t'a trompé. Tu es une femme, il te faut un homme, mais il t'en faut un qui soit riche et heureux. Et ce n'est pas ici que tu peux le trouver. Retourne à monsieur de G. M. Il a tout ce qu'il faut pour être aimé des belles. Il a des hôtels meublés et des équipages à donner pour moi, qui n'ai que de l'amour et de la constance à offrir. Les femmes méprisent ma misère et font leur jouet de ma simplicité. » J'ajoutais 1000 choses, ou tristes, ou violentes souvent,
suivant que les passions qui m'agitaient tour à tour cédaient ou emportaient le dessus. Cependant, à force de me tourmenter, mes transports diminuèrent assez pour faire place à quelques réflexions. Je comparais ces dernières infortunes à celles que j'avais déjà essuyées dans le même genre, et je ne trouvais pas qu'il n'y eût plus, à désespérer que dans les premières. Je connaissais Manon. Pourquoi m'affliger tant d'un malheur que j'avais dû prévoir? Pourquoi ne pas m'employer plutôt à chercher du remède? Il était encore temps. Je devais du moins n'y pas épargner mes soins si je ne voulais avoir à me reprocher d'avoir contribué par ma négligence à mes propres peines. Je me mis là-dessus à considérer tous les moyens qui pouvaient m'ouvrir un chemin à l'espérance. Entreprendre de l'arracher avec violence des mains de G.M., c'était un parti désespéré qui n'était propre qu'à me perdre, qui n'avait pas la moindre espérance de succès. Mais il me semblait que si j'eusse pu me procurer le moindre entretien avec elle, j'aurais gagné infailliblement quelque chose sur son cœur. J'en connaissais si bien tous les endroits sensibles. J'étais si sûr d'être aimé d'elle. Cette bizarrerie, même, d'avoir envoyé cette jolie fille pour me consoler, j'aurais parié qu'elle venait de son invention et que c'était un effet de sa compassion pour mes peines. Je résolus d'employer toute mon industrie pour la voir. Parmi quantité de voix que j'examinais l'une après l'autre, je m'arrêtais à celle-ci. Monsieur de T avait commencé à me rendre service avec trop d'affection pour me laisser le moindre doute de sa sincérité et de son zèle. Je me proposais d'aller chez lui sur le champ et de l'engager à faire appeler G.M. sous le prétexte d'une affaire importante. Il ne me fallait qu'une demi-heure pour parler à Manon. Mon dessein était de me faire introduire dans la chambre même et je crus que cela me serait aisé dans l'absence de G.M. Cette résolution m'ayant rendu plus tranquille, je payai libéralement la jeune fille qui était encore avec moi, et pour lui ôter l'envie de retourner chez eux qui me l'avait envoyée, je pris son adresse en lui faisant espérer que j'irais passer la nuit avec elle. Je montai dans mon fiacre et je me fis conduire à grand train chez Monsieur de T. Je fus assez heureux de l'y trouver. Je fus assez heureux pour l'y trouver. J'avais eu là-dessus de l'inquiétude en chemin. Un mot le mit au fait de mes peines et du service que je venais lui demander. Il fut si étonné d'apprendre que G.M. avait pu séduire Manon, qu'ignorant que j'avais eu part moi-même de mon malheur, il m'offrit généreusement de rassembler tous ses amis pour employer leurs bras et leurs épées à la délivrance de ma maîtresse. Je lui fis comprendre que cet éclat pouvait être pernicieux. Non, pas du tout. Ce n'est ni ternicieux ni pernicieux. Non, pas du tout. Il est écrit. Je fis comprendre que cet éclat pouvait être pernicieux à Manon et à moi. Réservons notre sang, lui dis-je, pour l'extrémité. Je m'y dis une voix plus douce et dont je n'espère pas moins de succès. Il s'engagea sans exception à faire tout ce que je demanderais de lui, et lui ayant répété qu'il ne s'agissait que de faire avertir G.M. qu'il avait à lui parler et de le tenir dehors 1 heure ou 2, il partit aussitôt avec moi pour me satisfaire. Nous cherchâmes de quel expédient il pouvait se servir pour l'arrêter si longtemps. Je lui conseillai de lui écrire d'abord un billet simple, daté d'un cabaret, par lequel il le prierait de s'y rendre aussitôt pour une affaire si importante qu'elle ne pouvait souffrir de délai. J'observais, ajoutai-je, le moment de sa sortie, et je m'introduirais
Non, j'observais. J'observerais, ajoutai-je, le moment de sa sortie, et je m'introduirais sans peine dans la maison, n'y étant connu que de Manon et de Marcel, qui est mon valet. Pour vous, qui serez pendant ce temps-là avec G.M., vous pourrez lui dire que cette affaire importante pour laquelle vous souhaitez lui parler est un besoin d'argent, que vous venez de perdre le vôtre au jeu, et que vous avez joué beaucoup, beaucoup plus sur votre parole, avec le même malheur. Il lui faudra du temps pour vous mener à son coffre-fort, et j'en aurai suffisamment pour exécuter mon dessein. Monsieur de T suivit cet arrangement de point en point. Je le laissai dans un cabaret où il écrivit promptement sa lettre. J'allais me placer à quelques pas de la maison de Manon. Je vis arriver le porteur du message et G.M. sortit à pied un moment après, suivi d'un laquais. Lui ayant laissé le temps de s'éloigner de la rue, je m'avançai à la porte de mon infidèle, et malgré toute la colère, et malgré toute ma colère, je frappai avec le respect qu'on a pour un temple. Heureusement, ce fut Marcel qui vint m'ouvrir. Je lui fis signe de se taire. Quoique je n'eusse rien à craindre des autres domestiques, je lui demandai tout bas s'il pouvait me conduire dans la chambre où était Manon sans que je fusse aperçu. Il me dit que cela était aisé en montant doucement par le grand escalier. Allons donc promptement, lui dis-je, et tâche d'empêcher, pendant que j'y serai, qu'il n'y monte personne. Je pénétrai sans obstacle jusqu'à l'appartement. Manon était occupée à lire. Ce fut là que j'eus lieu d'admirer le caractère de cette étrange fille. Loin d'être effrayée et de paraître timide en m'apercevant, elle ne donna que ces marques légères de surprise dont on n'est pas le maître à la vue d'une personne qu'on croit éloignée. « Ah, c'est vous, mon amour ?» me dit-elle en venant m'embrasser avec sa tendresse ordinaire. « Bon Dieu, que vous êtes hardi, qui vous aurait attendu aujourd'hui dans ce lieu ?» Je me dégageai de ses bras, et loin de répondre à ses caresses, je la repoussai avec dédain, et je fis 2 ou 3 pas en arrière pour m'éloigner d'elle. Ce mouvement ne laissa pas de la déconcerter. Elle demeura dans la situation où elle était, et elle jeta les yeux sur moi en changeant de couleur. J'étais, dans le fond, si charmé de la voir, qu'avec tant de juste sujet de colère, j'avais à peine la force d'ouvrir la bouche pour la quereller. Cependant, mon cœur saignait du cruel outrage qu'elle m'avait fait. Je la rappelais vivement à ma mémoire pour exciter mon dépit, et je tâchais de faire briller dans mes yeux un autre feu que celui de l'amour. Comme je demeurais quelque temps en silence et qu'elle remarqua mon agitation, je la vis trembler. Apparemment, pas un effet de sa crainte. Je ne pus soutenir ce spectacle. « Ah, Manon, lui dis-je d'un ton tendre infidèle, et parjure, Manon, par où commencerai-je à me plaindre? Je vous vois pâle et tremblante, et je suis encore si sensible à vos moindres peines que je crains de vous affliger trop de mes reproches. Mais, Manon, je vous le dis, j'ai le cœur percé de la douleur de votre trahison. Ce sont là des coups qu'on ne porte point à un amant, qu'on n'a pas résolu Ce sont là des coups qu'on ne porte point à un amant quand on n'a pas résolu sa mort. Voici la 3e fois, Manon, je les ai bien comptés. Il est impossible que cela s'oublie. C'est à vous de considérer alors même quel parti vous voulez prendre, car mon cœur triste n'est plus à l'épreuve d'un si cruel traitement. Je sens qu'il succombe et qu'il est prêt à se fendre de douleur. Je n'en puis plus, ajoutai-je en m'asseyant sur une chaise. J'ai à peine la force de parler et de me soutenir. Elle ne me répondit point, mais lorsque je fus assis, elle se laissa tomber à genoux et appuya sa tête sur les miens. Elle ne me répondit point, mais lorsque je fus assis, elle se laissa tomber à genoux et elle appuya sa tête sur les miens en cachant son visage de mes mains. Je sentis en un instant qu'elle les mouillait de ses larmes. Dieu, de quel mouvement n'étais-je point agité? Ah, Manon, Manon, repris-je avec un soupir,
Il est bien tard pour me donner des larmes, il est bien tard de me donner des larmes lorsque vous avez causé ma mort. Vous affectez une tristesse que vous ne sauriez sentir, le plus grand de vos maux est sans doute ma présence qui a toujours été importune à vos plaisirs. Ouvrez les yeux, voyez qui je suis. On ne verse pas des pleurs si tendres pour un malheureux qu'on a trahi et qu'on abandonne cruellement. Elle baisait mes mains sans changer de posture. Inconstante, Manon, repris-je encore, fille ingrate et sans foi. Où sont vos promesses et vos serments, amante mille fois volage et cruelle? Qu'as-tu fait de cet amour que tu me jurais encore aujourd'hui? Juste ciel, ajoutai-je, est-ce ainsi qu'une infidèle se rit de vous après vous avoir attesté si saintement? C'est donc le parjure qui est récompensé, le désespoir et l'abandon sont pour la constance et la fidélité. Ces paroles furent accompagnées d'une réflexion si amère que j'en laissai échapper malgré moi quelques larmes. Manon s'en aperçut au changement de ma voix. Elle rompit enfin le silence. « Il faut bien que je sois coupable, me dit-elle tristement, puisque j'ai pu vous causer tant de douleur et d'émotion, mais que le ciel me punisse si j'ai cru l'être, ou si j'ai eu la pensée de le devenir. Ce discours me parut si dépourvu de sens et de bonne foi que je ne pus me défendre d'un vif mouvement de colère. Horrible dissimulation, m'écriai-je. Je vois mieux que jamais que tu n'es qu'une coquine et une perfide. C'est à présent que je connais ton misérable caractère. Adieu, lâche créature, continuai-je en me levant. J'aime mieux mourir 1000 fois que d'avoir désormais le moindre commerce avec toi. Que le ciel me punisse moi-même si je t'honore jamais du moindre regard. Demeure avec ton nouvel amant, aime-le, déteste-moi, renonce à l'honneur, au bon sens, je m'en haïs, tout m'est égal. Elle fut si épouvantée de ce transport que, demeurant à genoux près de la chaise d'où je m'étais levé, elle me regardait en tremblant et sans oser respirer. Je fus encore quelques pas vers la porte en tournant la tête et tenant les yeux fixés sur elle, mais il aurait fallu que j'eusse perdu tout sentiment d'humanité pour m'endurcir contre tant de charme. J'étais si éloigné d'avoir cette force barbare que, passant tout d'un coup à l'extrême opposé, je retournai vers elle, ou plutôt je m'y précipitai sans réflexion. Je la pris entre mes bras. Je lui donnai 1000 tendres baisers. Je lui demandai pardon de mon emportement. Je confessai que j'étais un brutal et que je ne méritais pas le bonheur d'être aimé d'une fille comme elle. Je la fis asseoir, et m'étant mis à genoux à mon tour, je la conjurai de m'écouter en cet état. Là, tout ce qu'un amant soumis et passionné peut imaginer de plus respectueux et de plus tendre, je le refermai en peu de mots dans mes excuses. Je lui demandai en grâce de prononcer qu'elle me pardonnait. Elle laissa tomber ses bras sur mon cou en disant que c'était elle-même qui avait besoin de ma bonté pour me faire oublier les chagrins qu'elle me causait, et qu'elle commençait à craindre avec raison que je ne goûtasse point ce qu'elle avait à me dire pour se justifier. Moi, interrompis-je aussitôt, je ne vous demande point de justification, j'approuve de ce que vous avez fait. Ce n'est point à moi d'exiger des raisons de votre conduite trop content, trop heureux, si ma chère Manon ne m'ôte point la tendresse de son cœur. Mais, continuai-je, en réfléchissant sur l'état de mon sort, continuai-je en réfléchissant sur l'état de mon sort, toute puissante Manon, vous qui faites à mon gré mes joies et mes douleurs, après vous avoir satisfait par mes humiliations et par les marques de mon repentir, ne me sera-t-il point permis de vous parler de ma tristesse et de mes peines? Apprendrai-je de vous ce qu'il faut
que je devienne aujourd'hui si c'est sans retenue que vous allez signer ma mort en passant la nuit avec mon rival. Elle fut quelque temps à méditer sa réponse. Mon chevalier, me dit-elle, en prenant un air tranquille, si vous vous étiez d'abord expliqué si nettement, vous vous seriez épargné bien du trouble et à moi une scène bien affligeante, puisque votre peine ne vient que de votre jalousie. Je l'aurais guéri en m'offrant à vous suivre sur le champ, puisque votre peine ne vient que de votre jalousie. Je l'aurais guéri en m'offrant à vous, puisque votre peine ne vient que de votre jalousie. Je l'aurais guéri en m'offrant à vous suivre sur le champ au bout du monde. Mais je me suis figuré que c'était la lettre que je vous ai écrite sous les yeux de M. de G. M. et la fille que nous vous avons envoyée, qui causait votre chagrin. J'ai cru que vous auriez pu regarder ma lettre comme une raillerie, et cette fille, en vous imaginant qu'elle était allée vous trouver de ma part comme une déclaration que je renonçais à vous pour m'attacher à GM. C'est cette pensée qui m'a jeté tout d'un coup dans la consternation, car, quelque innocente que je fusse, je trouvais, en y pensant, que les apparences ne m'étaient pas favorables. Cependant, continua-t-elle, je veux que vous soyez mon juge après que je vous aurai expliqué la vérité du fait. Il m'apprit alors tout ce qui lui était arrivé depuis qu'elle avait trouvé GM qui l'attendait dans le lieu où nous étions. Il l'avait reçue effectivement comme la première princesse du monde. Il lui avait montré tous les appartements qui étaient d'un goût et d'une propreté admirables. Il lui avait compté 10 000 livres dans son cabinet. Il y avait ajouté quelques bijoux, parmi lesquels étaient le collier et les bracelets de perles qu'elle avait déjà eus de son père. Il l'avait menée de là dans un salon qu'elle n'avait pas encore vu, et elle avait trouvé une collation exquise. Il l'avait fait servir par les nouveaux domestiques qu'il avait pris pour elle, en leur ordonnant de la regarder désormais comme leur maîtresse. Enfin, il lui avait fait voir le carrosse, les chevaux et tout le reste de ses présents, après quoi il lui avait proposé une partie de jeu pour attendre le souper. Je vous avoue, continua-t-elle, que j'ai été frappé de cette magnificence. J'ai fait réflexion que ce serait dommage de nous priver tout d'un coup de tant de biens en me contentant d'emporter les 10 000 francs et les bijoux, que c'était une fortune toute faite pour vous et pour moi, et que nous pourrions vivre agréablement aux dépens de G.M. Au lieu de lui proposer la comédie, je me mis dans la tête de le sonder sur votre sujet pour pressentir quelle facilité nous aurions à nous voir en supposant l'exécution de mon système. Je l'ai trouvé d'un caractère fort traitable. Il m'a demandé ce que je pensais de vous, et si je n'avais pas eu quelque regret à vous quitter. Je lui ai dit que vous étiez si aimable, et que vous en aviez toujours usé si honnêtement avec moi, qu'il n'était pas naturel que je puisse vous haïr. Il a confessé que vous aviez du mérite, et qu'il s'était senti porté à désirer votre amitié. Il a voulu savoir de quelle manière je croyais que vous prendriez mon départ, surtout lorsque vous viendriez à savoir que j'étais d'entre ses mains. Je lui ai répondu que la date de notre amour était déjà si ancienne qu'il avait eu le temps de se refroidir un peu, et que vous n'étiez pas d'ailleurs fort à votre aise, et que vous ne regarderiez peut-être pas ma perte comme un grand malheur, parce qu'elle vous déchargerait d'un fardeau qui vous pesait sur les bras. J'ai ajouté qu'étant tout à fait convaincu que vous agiriez, non, ce verbe n'existe pas. Agiriez du verbe agirer, bien entendu,
Donc j'ai ajouté qu'étant tout à fait convaincu que vous agiriez pacifiquement, je n'avais pas fait difficulté de vous dire que je venais à Paris pour quelque affaire que vous y avez consenti et qui étant venu vous-même, vous n'aviez pas paru extrêmement inquiet lorsque je vous ai quitté. Si je croyais, m'a-t-il dit, qu'il fût d'humeur à bien vivre avec moi, je serais le premier à lui offrir mes services et mes civilités. Je lui ai assuré que, du caractère dont je vous connaissais, je ne doutais point que vous n'y répondissiez honnêtement, surtout, lui ai dit. Ça, c'est la fatigue. Surtout, lui ai-je dit, s'il pouvait vous servir dans vos affaires qui étaient fort dérangées depuis que vous étiez mal avec votre famille. Il m'a interrompu pour me protester qu'il vous rendrait. Il m'a interrompu pour me protester qu'il vous rendrait tous les services qui dépendraient de lui et que, si vous vouliez même vous embarquer dans un autre amour, il vous procurerait une jolie maîtresse qu'il avait quittée pour s'attacher à moi. J'ai applaudi à son idée, ajouta-t-elle, pour prévenir plus parfaitement tous ses soupçons, et me confirmant de plus en plus dans mon projet, je ne souhaitais que de pouvoir trouver le moyen de vous en informer, de peur que vous ne fussiez trop alarmé lorsque vous me verriez manquer de mon assignation. C'est dans cette vue que je lui ai proposé de vous envoyer cette nouvelle maîtresse dès le soir même, afin d'avoir une occasion de vous écrire. J'étais obligé d'avoir recours à cette adresse parce que je ne pouvais espérer qu'il me laissât libre un moment. Il a ri de ma proposition, il a appelé son laquais et je lui ai demandé, et lui ayant demandé s'il pourrait retrouver sur le champ son ancienne maîtresse, il l'a envoyée de côté et l'autre pour la chercher. Il s'imaginait que c'était à Chaillot qu'il fallait qu'elle allât vous trouver, mais je lui ai appris